Nous faisons tous des erreurs, mais même les plus petits dérapages peuvent avoir des conséquences colossales et finir par coûter une fortune. Après une partie 1 et 2, voici d'autres erreurs massives dont le bilan financier vous surprendra. L'effondrement du pont de Nanfangao. Le pont de Nanfangao était un pont en arc qui reliait les deux côtés du port de pêche de Nanfangao à Taïwan. Mais la structure longue de 140 mètres a été frappée par une catastrophe monumentale le 1er octobre 2019. Alors qu'un pétrolier sans méfiance passait dessus, l'ensemble du pont s'est soudainement déformé et s'est effondré à 12 mètres dans les eaux en contrebas. Le pétrolier a semblé brièvement s'en sortir, mais il a lui aussi été envoyé à toute vitesse dans le port. Dans sa chute, 3 bateaux ont été écrasés sous des tonnes d'acier et de béton, tandis que 500 autres ont été piégés dans le port. L'effondrement a coûté la vie à 6 pêcheurs et blessé 10 autres personnes. Mais le coût de cette crise n'a pas tardé à augmenter. Comme le pont avait presque 20 ans, une enquête a été lancée pour déterminer la cause de son effondrement. Dans un premier temps, beaucoup ont accusé le vent et les pluies d'un typhon qui avait frappé le port plusieurs jours auparavant. Mais il s'est avéré que cet accident avait été préparé depuis des années. La pluie et l'eau salée s'étaient infiltrées dans les mécanismes d'ancrage au fil des ans, faisant rouiller le métal. À certains endroits, les câbles d'acier étaient si corrodés que des coupes transversales ont révélé qu'ils n'étaient fonctionnels qu'à 22%. Et pour couronner le tout, aucune inspection n'avait été effectuée sur le pont depuis plus de 4 ans. On a rapidement découvert que la mauvaise gestion du pont expliquait l'absence de ces défauts dans les rapports d'inspection, ce qui a conduit à l'effondrement catastrophique. L'accident a finalement coûté au gouvernement plus de 160 000 $ d'indemnisation. Et les estimations pour un pont de remplacement s'élevaient à la bagatelle de 16,8 millions de dollars. Mais ce montant a rapidement grimpé à 29,3 millions de dollars car des mesures de sécurité supplémentaires seront mises en place. Tout cela pour s'assurer qu'une catastrophe évitable comme celle-ci ne se reproduise pas. En parlant de catastrophe évitable, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Allez, où en étais-je ? Le fiasco du miroir Hubble. En avril 1990, après des décennies de planification et de travail, le célèbre télescope Hubble, qui valait à l'époque 1,5 milliard de dollars, a été lancé dans l'espace. Il était conçu pour envoyer vers la Terre des images d'étoiles et de galaxies lointaines. Mais il y avait un petit problème. Les images revenaient granuleuses. C'était comme si elles avaient été prises sur un grille-pain. La NASA a finalement établi que le miroir primaire de 2,4 mètres du télescope avait en fait une forme inadéquate. Il avait été construit par la Perkin-Elmer Corporation, et le problème provenait d'un problème d'étalonnage de leur équipement de fabrication de miroirs. Fabriquer un miroir géant parfaitement parabolique et léger n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, des morceaux de verre borosilicate sont fondus dans un moule pendant une semaine. Ensuite, pendant 3 mois, le verre est filé et refroidi à 1200 degrés à 650 degrés. Enfin, le miroir est rectifié et poli avec une précision de 20 nanomètres, ce qui peut prendre plus de 2 ans. Mais en raison d'un problème d'étalonnage à ce stade, le miroir de Hubble présentait un écart de seulement 1/50 de l'épaisseur d'un cheveu humain. Cela peut sembler peu, mais pour ce prix colossal de 1,5 milliard de dollars, la NASA n'était pas satisfaite. Remplacer le miroir n'était pas une solution pratique. La NASA a conçu un verre correcteur pour Hubble, un peu comme les lunettes qui corrigent la vue. L'instrument de remplacement axial du télescope spatial à optique corrective, ou COSTAR en abrégé, a été livré et installé en 1993 par une expédition distincte. L'erreur coûteuse qui a conduit au développement de COSTAR a finalement coûté 50 millions de dollars supplémentaires à l'ensemble du projet. Mais pour des images aussi claires, je dirais que cette réparation n'a pas de prix. La mésaventure du satellite NOAA. En 2003, une opération coûteuse de Lockheed Martin Space Systems Company a vraiment dérapé. L'entreprise avait été chargée par la NASA de travailler sur le satellite météorologique NOAA Prime. Une pièce de technologie spatiale de 233 millions de dollars remplie d'instruments méticuleusement calibrés. Mais le désastre a frappé lorsque des ouvriers ont soigneusement mis le satellite en position horizontale et que toute la structure a soudainement basculé d'1 mètre sur le sol. Tous ces systèmes délicats ont été gravement endommagés et une enquête approfondie a été lancée sur cet accident. Malgré la présence de techniciens et d'ingénieurs incroyablement intelligents, il y avait un sérieux manque de discipline procédurale dans toute l'installation. Il s'est avéré alors que le chariot de retournement utilisé pendant la procédure était entreposé. Un technicien a retiré 24 boulons qui fixaient la plaque d'adaptation du chariot, et tout cela sans jamais le documenter. L'équipe qui a ensuite utilisé le chariot n'a pas vérifié les boulons avant de déplacer le satellite et bingo, une destruction de plusieurs millions de dollars était née.
Lockheed Martin a dû puiser dans les bénéfices qu'elle avait réalisés, et avec un peu d'aide du gouvernement, ils ont tous deux payé la facture astronomique de 135 millions de dollars de réparation. Si c'était moi qui payais cette facture, je pense que je serais tombé de ma chaise. La gaffe du Bitcoin. Lorsque la crypto-monnaie Bitcoin a été inventée en 2008, très peu de gens ont vu sa vraie valeur. La monnaie numérique décentralisée est arrivée sur le marché avec une valeur de seulement 0,0008 centimes par Bitcoin, et les gens ont été plutôt lents à la détente. Mais l'anglais James Howells a vu le potentiel de la monnaie. Cet informaticien passionné a téléchargé le logiciel et a extrait plus de 7500 tokens en très peu de temps. Mais en 2010, les bitcoins ne valaient toujours pas grand-chose, à peine 8 cents chacun. James a donc stocké le code nécessaire pour dépenser les pièces qu'il avait extraites sur un disque dur externe et l'a brièvement oublié. Mais en 2013, il a accidentellement jeté le disque dur lorsqu'il allait s'avérer être un nettoyage de printemps très coûteux. Malheureusement pour lui, 2013 a été l'année où le Bitcoin a vraiment commencé à décoller. En avril, le cours avait atteint un pic de 220 $ par pièce, ce qui donnait à la réserve de James une valeur phénoménale de 1,65 million de dollars. Mais il n'a réalisé son erreur que trop tard. Il a désespérément commencé à passer au peigne fin les décharges et les sites d'enfouissement des déchets à proximité pour tenter de récupérer ses millions manquants. Mais il n'a jamais retrouvé le disque perdu. Pour vraiment remuer le couteau dans la plaie, le 17 décembre 2017, la valeur du Bitcoin a atteint un pic incroyable de 19 783 $ par Bitcoin. Cela signifie que quelque part dans une décharge anglaise, un vieux disque dur sans méfiance valait en réalité la somme stupéfiante de 148 millions de dollars. Et d'ici 2030, le prix devrait grimper à 387 000 $ par token, ce qui signifie qu'il pourrait valoir environ 3 milliards de dollars. Est-ce que quelqu'un a un détecteur de métaux que je puisse l'emprunter? Une erreur magique. Presque tout le monde sur la planète a entendu parler de Harry Potter, la série de livres fantastiques à grand succès. Si ces histoires du monde de sorciers ont apporté la magie aux masses, leur succès est un rappel douloureux d'une énorme erreur commise par plusieurs maisons d'édition. Le premier manuscrit de Harry Potter et la pierre philosophale a été conçu par l'auteur J.K. Rowling en 1995. Il lui a fallu 5 années épuisantes pour coucher sur le papier ce qu'elle avait en tête. Mais cela s'est avéré être la partie la plus facile. Son agent littéraire a contacté un certain nombre de maisons d'édition, dont on aurait pu penser qu'elles se battraient pour avoir la chance d'imprimer le livre. Mais étonnamment, 12 maisons différentes ont rejeté le manuscrit avant qu'il n'atterrisse chez Bloomsbury. Au départ, Bloomsbury n'a imprimé que 500 exemplaires, mais à la fin de l'année 97, la demande pour le livre était si forte que ce chiffre est passé à 70 000 exemplaires. Il est devenu un best-seller international et a rapidement été converti en une série de films très appréciés, ce qui n'a fait qu'alimenter la fièvre Harry Potter. En 2018, 50 millions de livres avaient été vendus dans le monde et la franchise Harry Potter valait la somme époustouflante de 25 milliards de dollars. Bien que la série soit terminée, Harry Potter reste le joyau de la couronne éditoriale de Bloomsbury, qui lui a permis de récolter plus de 162 millions de livres sterling rien qu'en 2020, soit plus de 200 millions de dollars. Je parie que les 12 éditeurs qui ont refusé ce premier manuscrit doivent se sentir mal en pensant à tout l'argent qu'ils ont perdu. Le naufrage du Golden Ray. À 2h du matin le 8 septembre 2019, l'équipe du MV Golden Ray sud-coréen qui naviguait le long de la côte de Géorgie a soudainement appelé les autorités. Leur navire de transport de 200 mètres de long chavirait fortement, et leurs tentatives pour le redresser ont tout échoué. Le soir même, le navire, qui transportait 4200 voitures Hyundai, s'était entièrement renversé sur son côté bâbord et s'était échoué sur la côte de Saint-Simon. Un an plus tard, en octobre 2020, les opérations de sauvetage visant à sectionner et à retirer l'énorme navire du rivage ont finalement commencé. Un navire de levage lourd, le VB 10 000, a été utilisé. Il a utilisé ses énormes grues de 73 mètres de haut pour enrouler une chaîne d'ancrage de 122 mètres de long sous l'épave et l'acier progressivement en 8 sections. Chaque section a ensuite été soulevée sur une barge, exposant toutes les voitures naufragées qui avaient été piégées à l'intérieur pendant plus d'1 an. Mais aussi fascinantes que soient ces coupes transversales, elles n'expliquent pas pourquoi le navire a chaviré. Une enquête a été lancée qui a permis de découvrir que le navire s'était incliné alors qu'il se trouvait sur le quai pour charger les véhicules. Il était bien en dessous de sa capacité de 7000 voitures, mais au lieu de prendre un lest supplémentaire pour stabiliser le navire, l'équipage a simplement continué le chargement. Finalement, le navire s'est redressé, mais une demi-heure plus tard, après une manœuvre standard de 20 degrés, les événements ont pris une mauvaise tournure. Il est devenu évident que le navire n'était pas conforme au code de stabilité établi pour les grands navires, mais il a tout de même quitté le port.
Cette très mauvaise décision ainsi que la complexité de l'épave ont conduit à une réclamation d'assurance colossale de plus de 400 millions de dollars. C'est un chiffre suffisamment important pour donner à n'importe qui la sensation de couler. Catastrophe des pâtes de crabe. Il y a quelque chose dans le crabe des neiges dont les Américains ne peuvent pas se passer. La chaîne de restaurants de fruits de mer Red Lobster a essayé d'en tirer parti en 2003. Cette année-là, elle a commencé à proposer une promotion crabe à volonté pour 22,99 $ seulement. Leurs calculs internes ont déterminé que ce prix, qui n'était que quelques dollars supérieur à celui de leur buffet habituel à 14,99 $, était suffisamment élevé pour alimenter un savoureux bénéfice. Mais ils se trompaient lourdement. Il s'est avéré que les personnes prêtes à payer 22,99 € étaient vraiment de grands amateurs de crabe des neiges. Les calculs de rentabilité de Red Lobster supposaient que les clients mangeraient jusqu'à 2 assiettes de crabe, plus d'autres accompagnements et plats principaux. Mais en réalité, ils ont mangé plus du double de cette quantité en moyenne. Cela s'explique par le fait que la chair de crabe n'est pas épaisse, ce qui amenait les clients à manger beaucoup plus avant de se rassasier. De plus, le crabe est un aliment difficile à manger, ce qui signifie que les clients restaient plus longtemps à leur table. Ils ont donc vraiment eu pour leur argent. Red Lobster de son côté a commencé à perdre de l'argent. Par inadvertance, ils avaient incité une énorme demande pour les pâtes, qui sont un article d'importation. Cela a fait exploser le prix des crabes, ce qui signifie que pour honorer la promotion, Red Lobster a dû continuer à acheter des crabes des neiges à des prix de plus en plus exorbitants. À la fin d'un seul trimestre, la société a enregistré une perte massive de 3,3 millions de dollars. Cela a déclenché un effet de cascade. Les analystes de Wall Street ont constaté l'erreur de gestion et ont revu à la baisse le cours de l'action, ce qui a fait perdre à l'entreprise en tout 400 millions de dollars. Ça leur apprendra à sous-estimer l'appétit des Américains. Le vol 501 d'Ariane 5. Le 4 juin 1996 fut un jour sombre pour l'Agence spatiale européenne. Il a marqué le lancement de la toute nouvelle fusée non pilotée de l'Europe, Ariane 5, qui était le successeur de la très réussie Ariane 4. Elle était chargée de 4 satellites incroyablement coûteux et a réussi à décoller. Mais 37 secondes plus tard, quelque chose a mal tourné. À une altitude de 3,7 km, alors que la navette se déplaçait à la vitesse du son, l'ordinateur de bord a actionné le bouton d'autodestruction de la navette. La fusée ainsi que 4 satellites ont été explosés dans une boule de fumée, de feu et de débris irrécupérables. Les Européens étaient à juste titre effondrés, mais ils ont découvert que l'accident était dû à une simple erreur de codage. L'Ariane 5 a réutilisé le logiciel de travail de son prédécesseur, l'Ariane 4. Malheureusement, les moteurs plus rapides d'Ariane 5 ont exploité un bug qui n'avait pas été trouvé dans les modèles précédents. Les chiffres que les ordinateurs calculaient étaient tout simplement trop importants pour eux, ce qui a fait planter tous les systèmes de guidage et d'altitude, y compris les sauvegardes. Le lanceur a viré brusquement, ce qui a rompu les liaisons électriques essentielles qui ont déclenché la séquence d'autodestruction. Ce petit pépin a coûté à l'Agence spatiale européenne un total de 500 millions de dollars, y compris sa cargaison incroyablement coûteuse. C'est une petite erreur pour l'homme, mais une très grande erreur pour l'humanité. Le bombardier B-2 Bomber. En matière d'accident d'aviation, aucune n'est comparable à la catastrophe survenue en 2008 lors du vol d'essai du bombardier furtif américain B-2 Spirit. Cet appareil ultramoderne a décollé de la base aérienne d'Anderson à Guam, lorsque tout à coup l'aile gauche s'est mise à piquer dangereusement. Ne pouvant pas stabiliser l'appareil, les 2 pilotes se sont éjectés par le toit du cockpit, et l'avion s'est écrasé et a brûlé quelques secondes plus tard. Heureusement, les 2 pilotes ont survécu, mais une enquête a été lancée pour déterminer ce qui avait provoqué l'explosion de ce bombardier high-tech. Elle a révélé que les capteurs d'air exposés de l'avion avaient été gorgés d'eau par de fortes pluies avant son décollage. Cela signifiait que les relevés de pression d'air pendant la vérification avant le vol étaient trop élevés, et les capteurs imbibés d'eau ont donc été recalibrés. Cependant, lorsque les pilotes ont allumé les chauffe-capteurs, l'eau s'est évaporée et alors que les relevés semblaient normaux, ils étaient en fait beaucoup trop bas. Ces données erronées ont conduit l'ordinateur de bord à afficher une vitesse erronée, et les pilotes ont donc tenté de décoller à 246 km/h au lieu de 267 km/h requis. Pour couronner le tout, les mauvaises lectures de la pression atmosphérique du capteur ont fait que l'avion s'est incliné de 30 degrés vers le haut. Bien trop haut et bien trop lent, l'avion a immédiatement décroché et provoqué l'inévitable crash. Mais la révélation la plus grave était encore à venir. En 2006, cette vulnérabilité du capteur avait été découverte par le personnel navigant et de maintenance, mais personne n'avait pensé à la documenter.
Ce crash de communication a eu un coût élevé puisque l'avion avait été évalué à un abominable 1,4 milliard de dollars. L'accent est mis sur le AV. Je parie que l'armée américaine ne serait pas contre le fait que cette erreur monumentale passe sous les radars. Le fiasco du feu de cèdre. Lorsque le chasseur novice Sergio Martinez s'est perdu dans les contrées sauvages du sud de la Californie en octobre 2003, il était convaincu qu'il allait mourir. Dans une tentative désespérée d'attirer l'attention des hélicoptères de sauvetage à proximité, il a allumé 2 petits feux de signalisation au milieu des broussailles sèches des collines de San Diego. Si le feu et la fumée qu'il a allumés ont attiré l'attention, ce n'était pas pour une bonne raison. Les feux de signalisation allumés à la hâte ont accidentellement déclenché un énorme feu de forêt incontrôlable, qui a été poussé à travers le paysage par les forts vents de Santa Ana. Grâce à cela, il s'est rapidement propagé à un rythme de 1456,8 hectares par heure, soit plus de 2700 terrains de football de collines incendiées toutes les 60 minutes. Lorsqu'il a finalement été circonscrit le 4 novembre, il avait brûlé plus de 110 480 hectares, soit une superficie équivalente à celle de Hong Kong. 2820 maisons et bâtiments ont été détruits, et 15 personnes ont tragiquement perdu la vie. Aujourd'hui encore, il est largement considéré comme l'un des pires incendies de forêt de l'histoire de la Californie. Malgré cela, M. Martinez n'a été condamné qu'à purger 6 mois dans un programme de réinsertion professionnelle et à effectuer 960 heures de travaux d'intérêt généraux. Si sa décision stupide ne lui a pas coûté grand-chose, les pertes d'assurance ont été estimées à peu plus d'1 milliard de dollars au total, ce qui représente environ 1,48 milliard de dollars aujourd'hui. Même si sa maison n'a pas été incendiée, je parie qu'il a quitté la Californie assez rapidement. La catastrophe de Kursk. En l'an 2000, l'un des pires accidents de sous-marin en temps de paix de l'histoire a eu lieu au large des côtes russes. Le sous-marin nucléaire de 18 000 tonnes, le Kursk, était en plein exercice d'entraînement dans la mer de Barents, lorsqu'à tout à coup, une énorme explosion a secoué la zone. Elle a été suivie quelques minutes plus tard par une explosion encore plus forte, qui a creusé une énorme entaille dans la proue avant du sous-marin de 155 mètres de long. Détruit par les explosions, le Kursk a coulé à environ 107 mètres sous les vagues. Sur les 118 membres d'équipage, seuls 23 ont réussi à survivre aux premières explosions et se sont retrouvés bloqués à des centaines de mètres sous l'eau. Malheureusement, les équipes de secours internationales n'ont pas pu les atteindre à temps et tous les membres de l'équipage ont péri de façon tragique. Lorsqu'on leur a demandé des explications sur le sous-marin accidenté, les responsables russes ont affirmé que l'accident aurait pu être causé par une collision avec un sous-marin étranger ou par une vieille bombe sous-marine de la Seconde Guerre mondiale. Mais la vérité a fini par éclater. Une commission de la marine russe a déterminé que l'une des torpilles super lourdes 65-75A du Kursk avait fui et explosé dans sa chambre à cause d'une soudure défectueuse. Comme de nombreuses torpilles, les 65-75A utilisaient du peroxyde d'oxygène comme combustible sous-marin. Mais ce composé chimique peut devenir explosif s'il entre en contact avec un catalyseur, ce qui dans ce cas était le cuivre recouvrant les tubes de la torpille. L'explosion du carburant a déclenché un incendie, qui a ensuite fait exploser toutes les munitions à bord. Il a fallu 14 mois pour ramener une partie du sous-marin à la surface lors d'une coûteuse mission de récupération de 70 millions de dollars. Mais ce n'était rien en comparaison du milliard de dollars qu'il avait fallu pour construire ce sous-marin vieux de 6 ans. Aujourd'hui, cela équivaudrait à une somme ruineuse de 1,76 milliard de dollars. Je pense que quelqu'un a été éjecté pour cet accident de soudure, probablement par le prochain tube lance-torpille disponible. La plateforme Deepwater Horizon. Le 20 avril 2010, une énorme explosion a ravagé la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, située à 66 km des côtes de la Louisiane. La catastrophe a coûté la vie à 11 travailleurs et en a blessé 17 autres. Mais le pire restait à venir. Le pétrole s'est déversé dans les eaux du golfe du Mexique au rythme alarmant de 60 000 barils par jour. C'est assez pour remplir près de 4 piscines olympiques de pétrole toutes les 24 heures. La boue noire toxique a pollué quelques 1770 km de côte américaine et a rapidement été déclarée comme la plus grande marée noire de l'histoire de l'humanité. Mais elle aurait pu être évitée. La plateforme appartenant à Transocéan, qui avait été louée par le géant pétrolier BP, était positionnée au-dessus d'un puits de pétrole de 1524 mètres sous les vagues et à 5486 mètres supplémentaires sous la roche. BP avait récemment engagé l'entreprise Halliburton pour sceller le puits au fond de la mer, afin de couper temporairement l'approvisionnement en pétrole. Ils avaient prévu d'utiliser un mélange de ciment mousseux à base d'azote, mais les deux entreprises savaient que ce mélange était instable. 3 des 4 tests de pression préliminaires ont révélé que le mélange n'était pas conforme aux normes industrielles, mais les entreprises ont tout de même continué.
Ainsi, le gaz naturel et le pétrole ont commencé à fuir à travers les joints de ciment douteux. Puis une série de dispositifs de sécurité d'urgence a également échoué, ce qui a permis au pétrole de remonter le long de la colonne montante de la plateforme Deepwater et de s'enflammer de manière explosive à son sommet. Les dégâts dévastateurs ont fait couler la plateforme en 2 jours, et les équipes de nettoyage ont dû lutter contre les marées de goudron noir pendant plus de 3 ans. Mais l'accident a touché BP là où ça fait le plus mal, dans son portefeuille. Elle a d'abord créé un fonds de compensation de 20 milliards de dollars pour les personnes touchées, mais l'année suivante, l'entreprise avait perdu plus de 63,4 milliards de dollars en frais de nettoyage, de récupération et de justice. Et pour couronner le tout, le gouvernement américain a infligé à BP la plus grande pénalité financière jamais imposée à une seule entreprise, soit 20,8 milliards de dollars. Au total, cela représente la somme stupéfiante de 104,2 milliards de dollars. Cette sanction n'a que peu contribué à compenser leur négligence grave, mais nous espérons qu'elle leur a appris à faire le ménage à l'avenir. La gaffe de Blockbuster. Netflix n'a pas toujours été la plateforme de streaming à succès international qu'elle est aujourd'hui. Avant Tiger King, Au Royaume des Fauves, Stranger Things et Money Heist, La Casa de Papel, Netflix louait des DVD dans toute l'Amérique par le biais d'un système d'envoi postal. Créée en 1997, la société est devenue le premier magasin de location de DVD en ligne au monde. Mais elle ne comptait que 30 employés et 925 titres disponibles. En 1999, elle a introduit un service d'abonnement et a réussi à lever plus de 30 millions de dollars en capital risque. Même si elle perdait de l'argent, elle avait suffisamment confiance en son modèle économique pour proposer à Blockbuster de leur vendre Netflix pour 50 millions de dollars seulement. En tant que roi incontesté de la location de la vidéo à domicile, Blockbuster, qui comptait 9000 magasins et une valeur marchande de 5 milliards de dollars à son apogée, a refusé. Mais c'est une décision qu'ils ont regrettée amèrement quelques années plus tard. Alors que le monde passait des cassettes vidéo au DVD, puis au streaming en ligne, Netflix a adapté ses modèles commerciaux. Ce n'est qu'en 2004 que Blockbuster a lancé Blockbuster Online, offrant des locations illimitées de DVD pour concurrencer Netflix. Mais Netflix était déjà en tête du marché en ligne. Puis en 2007, Netflix a lancé sa plateforme de streaming en ligne dont la diffusion était internationale dès 2010. Pour Blockbuster, ce fut le coup de grâce. Très peu de gens louaient des vidéos et des DVD en magasin, et leurs revenus ont sérieusement chuté. En 2010, l'entreprise a déposé le bilan et sa valeur n'était plus que de 24 millions de dollars, soit une fraction de sa valeur marchande précédente. Netflix en revanche a prospéré. Lorsque le monde s'est verrouillé en 2020, le service qui couvre 190 pays était évalué à la somme étonnante de 194 milliards de dollars, soit plus de 38 fois la valeur maximale de Blockbuster. Aïe, voilà une erreur presque trop douloureuse pour continuer à en parler. La catastrophe de Kobe. Le Japon n'est pas étranger aux forts tremblements de terre. Comme il est situé au-dessus de 4 plaques tectoniques qui bougent et s'entrechoquent constamment, environ 1500 tremblements de terre frappent l'île chaque année. Depuis les années 1700, d'énormes séismes d'une magnitude de 8,6 ont secoué le pays avec une telle violence que des villes ont été rasées et des vies ont été perdues. Aujourd'hui, les urbanistes, les ingénieurs japonais mettent à jour et renforcent constamment les structures importantes pour qu'elles résistent aux tremblements de terre de grande ampleur. Mais tragiquement, cela n'a pas toujours été le cas. Le 17 janvier 1995, à 5h46 du matin, un séisme meurtrier de magnitude 6,9 a secoué la région du Hanshin, dans l'ouest du Japon. Bien qu'il n'ait duré que 20 secondes, la ville de Kobe a été décimée. 120 000 structures ont été endommagées, et au moins la moitié d'entre elles se sont effondrées. Mais plus dévastateur encore, des sections de la voie express Hanshin reliant Kobe et Osaka se sont également effondrées. Les simples piliers en béton armé qui soutenaient la voie rapide se sont détachés à leur base, faisant s'effondrer d'énormes tronçons de la voie rapide. Lorsque les dégâts ont été examinés, on a découvert que cette structure massive et surélevée avait été construite près de 30 ans auparavant, selon des dispositions sismiques incroyablement dépassées datant des années 60. Une mise à niveau avait été prévue pour la moderniser, mais à ce moment-là, le geste était trop petit et trop tard. Les dégâts dans la seule préfecture d'Yangkoken ont été estimés à une somme astronomique de 200 milliards de dollars. Bien que la région se soit aujourd'hui presque entièrement rétablie, il est clair que plus personne à Kobe ne commettra l'erreur de prendre à la légère les règles parasismiques. Connaissez-vous d'autres erreurs catastrophiques qui auraient pu être évitées? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et elles pourraient bien faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.